Bonjour, nous sommes le 25 juin 2022 et les États-Unis se réveillent avec la gueule de bois. Des événements trop contradictoires dans le pays au cours des récentes journées. Euh, la commission, je vais commencer par elle, la commission qui enquête sur la sédition, sur l'insurrection qui a eu lieu le 6 janvier 2021, il y a un peu plus d'une année, a commencé à marquer des points. Elle a commencé à donner les noms des parlementaires républicains qui avaient demandé de façon préventive la grâce présidentielle à Trump, ce qui les désigne quand même assez clairement comme des gens sachant qu'ils commettent des infractions, des délits en complotant, en conspirant pour que la passation de pouvoir ne se fasse pas à Joe Biden, régulièrement élu, mais passe à Trump. Alors c'est un plan dont la commission nous montre bien qu'il y a 7 éléments. 7 éléments, voilà, on a divers éléments qui devaient se renforcer. La conviction, convaincre le vice-président Mike Pence qu'il avait le droit de déclarer président un autre président que celui que les électeurs avaient choisi. On avait, dans certains États, préparé des listes de faux électeurs qui allaient dire qu'ils avaient voté pour Trump au lieu de Biden. On avait convaincu apparemment certaines de ces personnes que leur signature ne serait utilisée que si la Cour donnait raison voilà, dans les protestations contre les votes qui auraient été truqués. Mais le fait est que bon, ces personnes maintenant sont inquiétées. Alors il y a un certain nombre de personnages qui semblent être au cœur du coup. Il y a ceux dont on sait qu'ils sont au cœur du coup, comme Roger Stone, Steve Bannon, euh, Michael Flynn, des gens dont Trump les avait déjà graciés bien avant pour leur forfaiture sur d'autres choses. Mais ils ont dû jouer un rôle dans le coup. Euh, je soupçonne Steve Bannon d'être à la tête, je dirais, de l'organisation générale. Michael Flynn, c'est l'homme qui préparait la déclaration de loi martiale. Alors il y a des gens voilà, qui ont été de tout, je dirais, sous les feux des projecteurs, comme Rudy Giuliani dans son rôle d'avocat de Trump. Il y a les personnages qu'on a vu apparaître vraiment au centre ces jours-ci. Mark Meadows, le conseiller, voilà, chef de cabinet de Trump. Jeffrey Clark, un type voilà, d'un rang assez subordonné au ministère de la Justice, mais que Trump avait désigné comme qui serait le nouveau ministre de la Justice pour remplacer Rosen, qui avait lui-même remplacé, maintenant je ne trouve plus son nom, ça n'a pas d'importance, la rotation était rapide à cette époque. Et ce qu'on a vu témoigner, c'est essentiellement, ce sont les rouages qui ont tenu. Ni John Eastman, ni Meadows, ni ce Jeffrey Clark. On a vu d'autres personnages. On a vu Rosen, qui avait été mis en place comme remplaçant, substitut ministre de la Justice. On a vu son adjoint Donahue. On a vu un certain Engel qui allait dans le même sens. Des gens qui ont mis dans la balance leur poste. Ils ont dit à Trump, si vous faites ça, si vous faites le coup, on démissionne, on démissionne en tout cas nous les trois. Mais vous allez voir, ça va être la cascade, voilà, ça va se répercuter dans tous les rangs. Et rappelant à Trump qu'on ne met pas comme ça un amateur sous prétexte qui va dans votre sens, à la tête d'un ministère de la Justice qui représente 115 000 personnes, y compris tout le personnel de la FBI, le FBI. Et donc tous ces gens sont venus témoigner. Depuis le début, c'était bien fait dans cette commission parce qu'on a entendu que
que des républicains. On n'a pas entendu des démocrates enragés. Ils sont restés bien à l'arrière-plan. On n'a fait parler que des républicains, c'est-à-dire respectant les valeurs républicaines et ne s'étant pas rangés du côté du coup. Et il y a encore des choses à venir, il y a encore 2 réunions à venir, mais dans cette atmosphère où la droite semblait voilà, perdre sur de nombreuses batailles isolées, il y avait aussi des signes du fait que le ministère de la Justice, qui semblait traîner la patte pour ce qui est des inculpations, en fait, travaillait dans l'ombre et attendait patiemment que des choses apparaissent grâce à cette commission du 6 janvier 2021. Et alors, voilà, alors que les troupes du Nord avançaient résolument dans la campagne, euh, 2 coups fourrés de la part des sécessionnistes de l'armée du Sud, Dixie, de l'armée de Dixie contre l'armée des Yankees, 2 coups de la Cour suprême. D'abord dans la journée, alors que les républicains, certains républicains en tout cas, et des démocrates s'étaient mis d'accord sur une loi permettant un meilleur contrôle de la distribution, de l'attribution des armes. Pendant ce temps-là, la Cour suprême, avec une majorité de 6 personnes d'extrême droite sur 9, la Cour suprême prenait parti contre l'État de New York qui interdisait le port visible d'armes dans la rue, au nom du 2e amendement. La Cour suprême cassait cette mesure, et donc on va pouvoir se promener en plus à New York avec si vous avez des armes, allez à New York, à partir de maintenant, c'est possible, et vous promenez dans la rue comme si vous étiez à Tombstone ou comment ça s'appelait, à Nugget Gulch, etc. Je fais référence à la littérature de BD et au cinéma. Encore que, apparemment, une de mes filles a une arrière-grande-tante qui vivait véritablement à Tombstone, Arizona. Voilà le pays dans lequel les Américains vivent, c'est-à-dire l'irruption du western, qui était en fait essentiellement une construction de Hollywood, l'irruption dans les rues de New York. Et surtout la décision, voilà, de renverser la législation sur l'avortement. Alors je vous rappelle, hier je suis allé un peu vite et on m'a fait remarquer que quand j'ai dit, parce que j'essaie de tout dire en 4 phrases, que la Cour suprême interdisait l'avortement, c'est un raccourci, c'est plus compliqué que cela, parce qu'effectivement c'est un pays fédéral, c'est un pays où il y a aussi des lois du type de celles sur la contraception, beaucoup de celles qui règlent, je dirais, les questions LGBTQ et compagnie. Tout ça, ça relève fort des États. Et donc, un certain nombre d'États s'étaient déjà préparés à mettre en place des législations interdisant l'avortement. Et donc, ils ont reçu hier le feu vert. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'à New York ou en Californie, je veux dire, dans les endroits, allez, j'y vais, civilisés des États-Unis, que ça disparaît du jour au lendemain, mais les choses reviennent difficiles et il va falloir, pour les femmes qui veulent avorter, qui se retrouvées dans les États qui l'abolissent, de trouver un moyen de s'en sortir, alors que ces États mettent aussi des règles pour essayer une réglementation, pour empêcher les femmes de sortir, qui voudraient, pour mettre en place une surveillance, pour poursuivre de manière criminelle, voilà, sur le plan pénal, les femmes qui voudraient sortir de l'État pour obtenir un avortement. Donc on est
On est quoi? On est en 1863 à nouveau, on est à la veille de la guerre de sécession. Euh, une étincelle peut mettre le feu à la poudre. Il va y avoir des manifestations avec d'un côté les Trumpistes, bon, on peut les appeler fascistes ou Trumpistes indifféremment. Quand je faisais ça il y a 5 ans, on posait des hauts cris en demandant de quoi vous parlez. Maintenant, je crois que même les commentateurs modérés aux États-Unis n'hésitent pas à utiliser Trumpistes et fascistes comme synonyme. Alors ceux-là, bon, ils ont acheté ils ont, voilà, on voit des photos, voilà, une petite jeune fille charmante, elle a 17 ans, et elle montre sa collection de 14 000 Kalachnikov étalés sur le sol de sa chambre à coucher. Ça, c'est le pays dont on parle. Alors on nous dit, on nous fait toujours remonter ce second amendement à l'époque des pionniers, enfin du début de la République, voilà, 1786, en disant mais voilà, c'est parce que le danger existait toujours que l'Angleterre revienne récupérer sa puissance coloniale et donc il faut que les citoyens aient des armes à la maison et puissent les saisir. Mais en fait, bon, toute, cette législation autour du deuxième amendement, elle est apparue essentiellement à l'époque de la déségrégation, c'est-à-dire bien plus tard, un siècle plus tard, autour des années 1960, quand on a déségrégué les États du Sud, c'est-à-dire on a empêché les interdictions aux Afro-Américains d'entrer à certains endroits, etc. On leur a donné l'accès, la loi. Lyndon B. Johnson, un personnage ambigu et ambivalent, qui leur a permis ça. Mais du coup, le camp d'en face s'est armé jusqu'aux dents en se disant que, voilà, avec une parano de type grand remplacement, ces gens voudront avoir notre peau un jour ou l'autre, ils voudront se venger, ce qui n'est pas un mauvais calcul, parce que avec ce qu'on leur a fait endurer, ce serait quand même assez logique dans la nature humaine qu'on veuille se manger, oui, nécessairement, se venger en raison de la haine, voilà, des pogroms, des lynchings comme on dit là-bas, les massacres, la destruction de la ville, c'était quoi euh, maintenant le nom m'échappe de cette ville où il y avait une majorité noire avec des commerçants florissants, etc. Et on est allé détruire ça en Tulsa. C'est Tulsa, je crois. Oui, c'est Tulsa. Euh, les Blancs sont allés détruire ça systématiquement. Un pogrom, voilà, on appelle ça un pogrom quand c'était en Europe centrale. Les Américains appellent ça lynching, ça, ils ont un autre terme, mais c'était la même chose. Voilà, c'était la destruction de populations mise en situation de bouc émissaire pour tout ce qui ne marche pas dans une société. Euh, alors voilà, ce matin, donc, d'un côté, des fascistes surarmés, de l'autre, une foule en colère contre une Cour suprême d'extrême droite, et le pompon, je dirais le smoking gun, le revolver encore fumant, le fait que le juge Clarence Thomas, qui est sans doute un Afro-Américain, mais qui est un des plus réactionnaires, avec Alito dans cette commission, cette Cour suprême, a une épouse, Jenny Thomas, qui est une des complices assez centrales du coup de Trump. Il y a un lien entre cette Cour suprême d'extrême droite et le coup raté. Voilà. Cette madame Jenny Thomas, qui était apparemment très proche de Meadows, le chef de cabinet, qui a envoyé des lettres à peu près partout dans le sens, voilà, de la tricherie, de remplacer les vrais électeurs par des faux, qu'on fait intervenir à la dernière minute. Je veux dire des grands électeurs, pas les électeurs de base, mais les grands électeurs dans ce système où il y a une couche intermédiaire aux États-Unis.
il y a un lien entre la montée du fascisme de type Trump et les décisions de la Cour suprême. C'est Madame Ginny Thomas, l'épouse d'un des juges, qui a, dans ses communications dont on a retrouvé, semblait très bien informée sur l'état d'esprit à l'intérieur de la Cour suprême. C'est-à-dire qu'elle jouait un rôle un peu de go-between, voilà, de messager entre les deux. Elle faisait savoir aux trompistes de terrain, aux insurgés, quel était l'état d'esprit à l'intérieur de la Cour suprême, bon, soulignant, je dirais, le lien entre cette Cour suprême d'extrême droite et le fascisme montant. Cet an dernier, on nous montre, voilà, on nous explique qu'une des juges, la dernière nommée par Trump, était en fait une femme qui était dans une secte où voilà, le gourou avait un pouvoir de décision sur les relations sexuelles qu'auraient ou non les membres de sa congrégation, si je puis dire, de sa secte. C'est des gens comme ça qui ont été nommés à la Cour suprême. Ils ont tous été grillés sur cette question de Roe versus Wade, sur la question du droit de l'avortement. Et tous ont répondu, voilà, la main sur le cœur, regardant au ciel, et non, je jure que je ne toucherai pas à ce truc, etc. Mais dès que ça a été possible, bien entendu, parce que c'est ça la difficulté des pays comme les nôtres, voilà. Pourquoi est-ce que la gauche, pourquoi est-ce que les gens de gauche se sentent obligés d'être honnêtes et ceux de droite se sentent obligés d'être très très malhonnêtes? Eh bien, c'est pour la raison évidente, c'est que les gauches jouent, même quand elles sont révolutionnaires, elles jouent le jeu du fonctionnement des sociétés humaines, alors que les droites, les extrêmes droites, elles ne le jouent pas. Elles trahissent leurs promesses, elles ne tiennent pas voilà, elles trahissent leurs paroles, elles ne tiennent pas leurs promesses, parce qu'il y a une cause supérieure. La cause supérieure du moi-je, bien entendu, auquel on donne le nom de volonté divine, mais c'est bien le moi-je. C'est comme ça que ça fonctionne. Le jeu est inégal. Le jeu est inégal parce qu'il y a des institutions que les gauches vont respecter et il y a des institutions que les droites vont faire semblant de respecter et ne font pas. Dans le cas de l'impeachment, on vous montre les mêmes personnages disant une phrase quand il s'agit de l'impeachment de Bill Clinton et disant la même phrase au négatif quand il s'agit de Trump. Des gens sans foi ni loi véritablement, il faut bien le dire, pour la quasi-totalité maintenant du Parti républicain, que j'appelais hier dans ma vidéo le Parti conservateur, qui n'était pas une mauvaise description non plus. Des gens sans foi ni loi, des gens qui disent une chose, voilà, dirigés en ce moment par des gens qui ont dit au lendemain du 6 janvier 2021, il faut absolument que Trump rende compte de son comportement, etc. Et puis quand on en parle maintenant, ils disent Trump qui? Comment non, ils se sont mis du côté du manche. C'est aussi des gens qui trahiront aussi s'ils sentent vraiment que le vent tourne. Mais pour le moment, ce matin, ils ne sentent pas que le vent tourne, ils sentent qu'ils ont la Cour suprême avec eux et avec une très bonne liaison assurée par Mme Ginny Thomas entre insurgés et Proud Boys, Oath Keepers, en fait toutes les milices d'extrême droite et la Cour suprême qui est main dans la main. Je dois dire, il y a trois juges de gauche dans cette Cour suprême et qui ont émis hier un avis, voilà, dissent, un avis dans le sens opposé, et qui ont dit carrément dans le premier paragraphe, nos petits camarades font revenir les femmes des États-Unis, non pas même à l'époque de leur mère, mais à l'époque de leur grand-mère. Est-ce que les femmes accepteront ça? Ça me paraît très très peu
très peu vraisemblable. Monsieur Biden a fait un discours qui était pas mal, écrit hier. Il a dit pas de violence, tout ça se réglera dans l'isoloir aux élections de novembre. C'est le moment pour, voilà, pour les démocrates, pour les gens qui pensent que l'avortement n'est pas une bonne chose, mais c'est une chose qu'il soit toléré et puisse avoir lieu dans de bonnes conditions, vu que dans nos sociétés, euh, il est impossible, de faire sans, en maintenant la dignité des personnes. Bon, je ne suis pas très optimiste pour le reste de la journée, ni pour la fin du week-end. Je n'étais pas hier soir, c'est pour ça que j'ai un peu tout de suite sonné l'alerte en essayant déjà de relier certains films. Surtout ces forces centrifuges, une polarisation maintenant dont on ne voit pas comment rapprocher les points de vue, ça paraît tout à fait impossible. Chaque camp veut mettre en prison ou assassiner les représentants des autres. Non, je veux dire ça autrement. Les démocrates et les républicains qui sont de leur côté veulent mettre en prison leurs opposants et leurs opposants veulent trucider carrément ceux qui sont dans le camp d'en face. Et ça, c'est voilà, c'est ça là. C'est la guerre de sécession. C'est la guerre de sécession. Je suis content d'avoir tout de suite utilisé, pour parler de Trump au tout début 2016, d'avoir parlé utilisé cette métaphore pour expliquer ce qui était en train de se passer, une métaphore donc d'une guerre sécession pas terminée, et que M. Poutine et M. Assange, il faut bien le dire, aident à terminer. S'il y a une personne qui doit bien être contente ce matin, c'est M. Poutine en voyant l'état des États-Unis, la doctrine Gerasimov qui consiste à provoquer la zizanie dans les pays hostiles, à juger de manière objective ou paranoïaque comme étant hostile. Cette doctrine de Gerasimov a très très bien fonctionné. Elle avait comme bras armé, bien entendu, RT. Là, quand même, avec le début de la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la plupart des pays ont compris que le rôle que jouait RT dans le fait de répandre de la propagande russe en Occident, et pas simplement dans un domaine militaire ou d'affrontement avec la Russie. On a vu le paquet qui a été mis par la propagande russe dans la Covid, dans le soutien aux complotistes, aux groupes dissidents, aux savants fous, et ainsi de suite, pour essayer de miner la politique, pas très cohérente au départ, mais pour aggraver les choses dans la gestion de la Covid dans nos pays. Voilà, je me suis étendu un peu plus que hier dans l'urgence où je voulais faire un flash, mais il y aura encore pas mal de choses à dire. Si vous voulez comprendre un peu mieux ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a 2 volumes qui parlent déjà de tout ça, qui expliquent, ce sont les 2 volumes publiés par les éditions du Croquant, qui ont leur assemblée générale cet après-midi, les 2 volumes de la chute de la météorite Trump. J'espère toujours que ce sera véritablement une chute. Et le premier s'appelait un populiste d'un genre particulier, ou quelque chose comme ça. Le deuxième volume s'appelait Haute trahison, parce que je suis convaincu qu'il y a effectivement haute trahison, que c'est pas par hasard que Trump était à ce point aligné sur Poutine. Il y a plus que ça, il y a de la véritable collusion. Mais bon, tout ça est bien expliqué dans mes bouquins, et ça apparaîtra au grand jour la semaine prochaine, la semaine suivante, ou dans quelques mois au maximum. Voilà, allez, à bientôt. Passez un bon samedi pour autant que les différentes actualités ne vous gâchent pas l'atmosphère. Voilà, au revoir.